Bonjour à toutes, bonjour à tous. Docteur Jacques Bassier, donc je suis médecin nutritionniste à Marseille et j'ai l'immense bonheur, pour la première fois, de partager ce moment avec Martine Charles, donc, qui est médecin à Vannes, qui est éminent spécialiste en phytothérapie, entre autres, avec qui nous allons parler, mais comme tu es éternellement jeune, ça tombe très bien parce que je crois qu'on va parler de vieillissement aujourd'hui. Donc on va voir le vieillissement et comme vous le voyez à l'écran, c'est le renouvellement ou la fibrose. Il va falloir faire un choix, est-ce qu'on se renouvelle ou est-ce qu'on fibrose, est-ce qu'on vieillit. Or c'est moi qui vais commencer un petit peu à parler pour faire une présentation générale sur le vieillissement et ensuite on verra l'abord de la phytothérapie, entre autres. Et moi, je parle un petit peu de nutrition et de modèle hygiéno-diététique, on va dire au sens large, dans ce phénomène de vieillissement et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de ralentir ou en tout cas faire en sorte que tout se passe bien au niveau cellulaire comme on va le voir. Alors en 2013, M. Lopez-Otin a essayé de faire ce qu'on appelle un hallmark. Un hallmark, c'est des caractéristiques sur le vieillissement, comme il avait été fait sur le cancer. Et on voit, ils ont sélectionné avec son équipe 9 caractéristiques que vous voyez à l'écran. Donc c'est d'abord toute l'instabilité génomique qu'on va reprendre, bien sûr. L'attrition des télomères, qu'on appelle surtout aussi le raccourcissement des télomères. L'altération épigénétique dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et je vous conseille à ce sujet de lire un bouquin de Joël Doronet qui vient de sortir, qui s'appelle donc Symphonie de la vie, comment l'épigénétique va changer votre vie. Et vous verrez que ça parle beaucoup de ces sujets-là, bien sûr. On va voir aussi les caractéristiques de la perte de la protéostasie. Donc l'homéostasie autour de la protéine fait partie, bien sûr, des phénomènes de vieillissement, quand cela marche moins bien. La dérégulation du métabolisme des nutriments, c'est ce qu'on va aborder un peu plus en profondeur, avec notamment le couple insuline growth factor, les facteurs croissants dont tu nous parleras beaucoup, et l'intérêt des plantes dans ces problématiques-là. On verra la dysfonction mitochondriale, qui est un des facteurs majeurs aussi de vieillissement. Nos petites mitochondries qui dysfonctionnent, production d'énergie, et tous les rôles divers et variés de la mitochondrie. L'assénescence cellulaire, qu'on abordera aussi un peu plus longuement. L'épuisement des cellules souches et enfin la communication intercellulaire altérée. Voilà, c'est les 9 caractéristiques qui sont mises en avant aujourd'hui pour participer à notre vieillissement. On va d'abord vite passer ces choses en revue pour faire donc un focus sur les problématiques autour de la nutrition notamment. Donc l'altération génétique et épigénétique, donc d'un côté vous voyez sur la partie gauche, donc le côté lésion de l'ADN, donc c'est quoi? C'est les dommages exogènes, donc tout par les rayonnements UV, toute la chimie environnementale, et tout ce qui est dommages endogènes, donc les radicaux libres fabriqués par nos petites mitochondries, les problèmes d'erreur de replication, tout cela va participer à des lésions d'ADN, et nous avons des voies de réparation, diverses et variées. Une dont on parlera un petit peu, c'est la voie des télomérases, qui sont chargées un petit peu de maintenir les télomères en activité, de favoriser le non-raccourcissement des télomères. Et de l'autre côté, vous voyez donc tous les facteurs épigénétiques, notamment la méthylation de l'ADN, tout ce qui est modification des histones et tout ce qui est le remoulage de la chromatine. C'est ces lésions-là ou ces modes de fonctionnement-là qui vont participer aussi au vieillissement. Et vous avez notamment des aberrations de la synthèse de l'ARN, des perturbations de la réparation de l'ADN ou des instabilités chromosomiques qui vont participer donc au vieillissement. Donc ça, c'est la partie génétique et épigénétique qu'on n'abordera pas, nous n'avons pas le temps aujourd'hui. La perte de la protéostasie, c'est quelque chose dont on parlera un petit peu par le biais de l'autophagie. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ces protéines qui vont être lésées, soit par des chocs thermiques, soit par des stress du réticulum endoplasmique, ou par des stress oxydants ou nitrés par exemple, qui vont faire que ces protéines vont être dépliées, donc perdre de leur fonctionnalité. Et à partir de là, il y a 3 modes de réparation. Il y a soit l'autophagie, grâce au lysozyme, soit la dégradation protéosomique, c'est la voie de l'ubiquitine qui va être impactée, enfin, qui va se mettre en marche. Ou alors on va avoir, grâce au heat shock protein, les HSP, que vous connaissez tous je crois, il va y avoir une réparation, un essai de réparation de ces protéines-là qu'on va recombiner. Donc ça, c'est les voies de réparation. Mais malheureusement, quand tout cela ne se passe pas bien, il va y avoir un agrégat protéiné et qui va participer lui aussi donc, au vieillissement. Ensuite, dans ces caractéristiques, il y a ce qu'on abordera un peu plus ensemble, je crois, la dérégulation du métabolisme des nutriments. Alors, nous avons la GH, la growth hormone, il y a une voie de signalétique, notamment dans l'IGF-1, dont on parlera, qui est couplée souvent avec l'insuline, et qui ont des voies de signalétique communes, qu'on appelle PI3K, AKT, et qui ont la particularité donc de stimuler la voie des mTOR, qui est une voie de prolifération cellulaire. Et on voit déjà sur la diapositive des solutions pour pouvoir ne pas trop proliférer les cellules qui seraient à ne pas trop faire proliférer comme la cellule cancéreuse. C'est par exemple la restriction calorique qui, par l'intermédiaire de la voie de l'MP kinase ou de la voie des sirtuines,
qui peuvent se croiser entre elles, va pouvoir moduler et donc agir contre le vieillissement et contre cette voie, moduler la voie de mTOR. Mais nous y reviendrons un peu plus en détail. Il y a le dysfonctionnement mitochondrial, donc caractéristique importante aussi du vieillissement. Et on voit que là, les mutations de l'ADN mitochondrial, comme les mutations de l'ADN nucléaire, comme des déstabilisations, des fusions, fissions altérées, comme la mitophagie, tout ça va participer au dysfonctionnement mitochondrial, provoquer donc une augmentation des radicaux libres et baisser la bioénergétique de la cellule mitochondriale, de la cellule tout court, pardon, augmenter la mort cellulaire, augmenter les phénomènes inflammatoires, tout ça, et donc participer au vieillissement cellulaire. La sénescence cellulaire, je crois qu'on en parlera un petit peu, c'était quand même le sujet, le titre de la présentation. On voit que cette sénescence est quand même tout à fait positive dans certaines situations, notamment quand on est jeune, même quand il y a des dommages sporadiques. Heureusement que la sénescence est présente, elle va participer au ralentissement de la prolifération et au maintien, à la régulation des cellules endommagées, et donc il va y avoir un rôle anti-cancer, comme il va y avoir aussi un rôle dans l'anti-vieillissement, dans une sénescence qui est contrôlée. Donc ça participe à l'homéostasie des tissus. En vieillissant, malheureusement, de par une augmentation des dommages, une baisse des capacités de réparation, de la clairance générale cellulaire, de la baisse du renouvellement cellulaire, notamment par ces histoires de télomères ou les histoires de cellules souches dont on va voir tout à l'heure, il va y avoir une sénescence cellulaire qui, elle aussi, peut participer à une stratégie anti-cancer au niveau de nos cellules, mais malheureusement, cette sénescence cellulaire aussi va participer au vieillissement, au pro-aging, au vieillissement cellulaire par une baisse des fonctions tissulaires, par là aussi une augmentation de l'inflammation et par globalement donc une baisse du renouvellement cellulaire des cellules souches. Enfin, les deux petites choses que vous voyez en bas à droite, c'est la communication intercellulaire et les cellules souches qui sont plus capables donc de pouvoir se différencier en cellules normales. Donc on va baisser un petit peu cette capacité de régénération. Tout cela, ces deux voies-là, ces deux caractéristiques-là semblent plutôt liées aux autres caractéristiques que nous venons de voir. C'est-à-dire que les altérations génétiques, comme les voies de signalétique au niveau de l'insulin growth factor, vont générer des dysfonctionnements sur la communication intercellulaire et sur la capacité de fabriquer à nouveau ou d'exprimer à nouveau ces cellules souches et de les différencier. Donc tout cela va aussi participer à notre vieillissement. Donc voilà, c'est juste un tour rapide d'horizon un petit peu sur les caractéristiques du vieillissement. Et nous, on va un peu faire un focus sur différentes voies que nous venons d'exposer. Juste avant de te laisser la parole, en 2017, M. Kahn a essayé de montrer que nous pouvions dès aujourd'hui essayer d'expertiser un petit peu ces vieillissements, notamment par des biomarqueurs. Alors, je vous ai mis en rouge tous les biomarqueurs qu'on peut facilement explorer aujourd'hui. Donc tout ce qui est la voie insulin growth factor, on peut les mesurer dans le sang, les stéroïdes sexuels dont tu nous parleras, l'IGF-BP3, la protéine binding protein, la protéine de transport des IGF, le TGF-bêta dont tu nous parleras longuement, et par exemple le marqueur comme les CRP ultrasensibles, qui sont marqueurs quelque part de l'inflammation, bien sûr, avec indirectement les quantités d'interleukine 6, de TNF-alpha, qui sont évaluées. Tout ce qui est en noir, on ne le fait pas de manière courante en pratique, on le fera peut-être demain, il y a certaines choses qu'on peut commencer à faire déjà, mais qu'on fera certainement demain. Mais là, vous avez donc une idée des biomarqueurs qu'on va pouvoir utiliser en pratique courante pour essayer d'évaluer cet âge biologique. Je vais te passer la parole pour parler de la sénescence. Tu vas très bien en parler, j'imagine. Merci Jacques de cette introduction tout à fait brillante et qui met bien au cœur du sujet. Tout d'abord, juste une chose, l'atrophicité, quand on va chercher son origine, en fait, c'est une origine grecque qui veut dire nourriture et croissance. Et pour nous thérapeutes, la grosse difficulté, c'est comment trouver le mi-chemin entre une multiplication cellulaire normale, qui ne va pas devenir trop importante, et la fibrose. Donc on a un équilibre assez délicat entre prolifération et mort, qui nécessite un contrôle permanent, supporté par de multiples voies, et qui sont à la fois des voies de prolifération, de différenciation ou de mort cellulaire. Quelque part dans la sénescence, il va falloir diminuer le potentiel prolifératif des cellules et des cellules anormales, mais on observe aussi une raréfaction progressive avec une disparition cellulaire de l'homéostasie normale. Ce que vous observez à travers des comptes rendus, par exemple, d'anatomopathologie, où on vous parle
d'hyperplasie, qui correspond à une augmentation du nombre des cellules, d'augmentation d'hypertrophie, et là on peut avoir des hypertrophies d'organes, qui témoignent déjà en fait d'une compensation avec une multiplication cellulaire et une augmentation de la taille des cellules. Et dans le vieillissement, on va observer progressivement des hypoplasies, des atrophies ou des métaplasies, ce qu'on va voir à travers certaines plantes où effectivement elles vont compenser la diminution de taille d'un certain nombre d'organes comme le foie, comme le pancréas ou comme le rein ou le cœur. De manière volontaire, je vais limiter aujourd'hui les focus, en gardant l'astragale comme ligne de mire, comme fil conducteur. Et ce qui m'a frappé au niveau de l'astragale, ce n'est pas tellement de départ, de manière évidente, l'effet sur l'immunité, que l'effet antifibrose. Et cet effet est rapide, très visible, et on va voir sur quels organes. Et cet effet antifibrose est supporté, entre autres, par l'action sur le TGF-bêta. Donc du coup, comme vous, je ne connaissais pas trop le TGF-bêta et je vous ai fait un petit focus pour ça. Mais ça n'est pas le seul facteur de croissance. Vous avez d'autres facteurs de croissance fibroblastiques, des facteurs de croissance leucocytaires, des facteurs de croissance épidermique, etc. Et comme toujours, je vous ai dit, les trois grands gérants immunitaires, hormonaux et neuronaux. Au niveau hormonal, du coup, je vous ai fait un focus sur des hormones qui sont des facteurs de croissance, avec l'axe insuline-glucagon, l'axe GH-IGF-1 qu'on a plus de mal à cerner, et vous allez voir que cliniquement, on a des signes qui peuvent nous orienter vers un excès ou une insuffisance, et les estrogènes. Je laisserai volontairement de côté la progestérone et la testostérone, bien qu'elles aient elles aussi un impact. Je ne fais que souligner, je n'en reparlerai pas, l'interférence avec le système nerveux végétatif et le système nerveux central dans son rôle par rapport au stress. Donc, système immunitaire, il va falloir déjà diminuer l'inflammation, et vous savez que vous pouvez le repérer facilement avec la CRP ultra sensible, et on va voir des plantes qui vont nous aider, et en particulier dans le vieillissement et le maintien de la trophicité, cette action sur le TGF-bêta. Et je vous ai fait un petit rappel des différentes plantes agissant sur le TGF-bêta. On peut le faire aussi à travers la nutrition, et vous le savez, à travers les acides gras polyinsaturés, les différents types de jeûnes dont Jacques va nous parler tout à l'heure, l'apport de certains acides aminés, en particulier par exemple de l'arginine, qui est souvent et relativement déficitaire avec l'âge, et l'apport de certaines plantes. Les facteurs donc de trophicité et de diminution de la fibrose hormonodépendante, donc on a dit glucagon, insuline, GH, IGF-1, estrogène, progestérone et testo, en n'oubliant pas la chronologie des apports, qu'ils soient nutritionnels ou phytothérapiques, parce que suivant les apports, l'effet ne sera pas du tout le même. Alors, le TGF est un facteur de transformation tissulaire, c'est un facteur pléiotrope qui agit sur de multiples tissus avec des effets différents suivant les organes et suivant l'âge en particulier. On n'aura pas exactement les mêmes effets et les mêmes TGF chez le fœtus, chez l'enfant et à l'âge adulte. Et on va pouvoir observer, suivant le type de tissu, des effets qui peuvent même être parfois complètement contradictoires. Se subdivise le TGF en TGF alpha et TGF bêta. Le TGF alpha a une action mitogène avec on le retrouve surtout, donc c'est un facteur de prolifération, de différenciation et de développement cellulaire. Et on va le retrouver surtout dans les macrophages des astrocytes et les caroténocytes et les cellules gastriques, où il permet de diminuer la sécrétion gastrique. Le TGF-bêta, et ce qui m'interpelle, c'est qu'un certain nombre de plantes agissent sur le TGF-bêta, est un facteur pléiotrope et parfois un facteur d'éléments anti-rejet, qui contrôle d'abord, et c'est important au niveau de la clinique, la production des molécules matricielles des chondrocytes. Comment vous allez le repérer au niveau de la clinique? C'est simple, c'est-à-dire dans les arthroses avec une hypertrophie latérale, c'est-à-dire les grosses gonarthroses que vous avez chez les diabétiques, on va le voir, on aura des facteurs de type
IGF-1, GH, etc. Mais on a aussi parfois une intervention de ce TGF-bêta par la production de collagène, d'agrégane, de fibronectine. Donc, ce TGF contrôle encore la prolifération, la différenciation et induit l'apoptose, en particulier au moment de la fécondation et de la grossesse. Et il est pléiotrope sur l'immunité adaptative, en particulier des CD4. Par contre, alors il va se subdiviser, vous verrez parfois TGF, bêta, bêta 1, bêta 2, bêta 3. Les deux derniers interviennent surtout lors de la croissance fœtale. C'est surtout le TGF bêta, bêta 1 qui va nous intéresser. Par contre, les cellules cancéreuses induisent une mutation de ce TGF bêta qui va modifier l'impact tissulaire avec une augmentation de l'angiogénèse et un effet inversé au niveau immunitaire, une immunosuppression. À travers ce schéma un petit peu compliqué, déjà tout de suite, vous voyez qu'un certain nombre de cellules immunitaires, les macrophages, les lymphocytes T, mais aussi les plaquettes, des cellules mésangiales, vont déclencher l'activation du TGF-bêta. Et ce TGF-bêta aura un impact sur les cellules mésangiales, sur des cellules épithéliales, sur des cellules endothéliales, mais surtout sur les fibroblastes. Et sécrété en excès, il va induire quoi? Une modification de la prolifération matricielle, une modification des inhibitions de protéines, et en excès, il va aboutir à la fibrose, ce qui est la problématique d'un certain nombre d'organes dans le vieillissement. D'où l'intérêt d'un certain nombre de plantes. Et je vous ai noté, le TGF-bêta agit en intracellulaire par des voies d'activation que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit des voies SMAD, on va en reparler tout à l'heure, puisqu'on va avoir un effet amplificateur d'autres facteurs de croissance et de multiplication cellulaire. L'astragale, notre fil conducteur, ce n'est pas notre fil de soie, mais c'est notre fil conducteur. Donc c'est une plante adaptogène. Et j'ai insisté jusqu'à présent sur son effet immunostimulant, à la fois sur son effet immunostimulant sur l'immunité innée et sur l'immunité adaptative, mais surtout, ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sa diminution du TGF-bêta. Cette diminution du TGF-bêta va nous permettre une diminution de la fibrose. Et cette diminution de la fibrose, elle est le plus visible sur nos insuffisants cardiaques. Tout à fait étonnant. L'effet est visible en quelques semaines ou quelques mois, avec comme corollaire ce que moi j'ai observé sur quelques-uns de mes patients. Je ne suis pas cardiologue, je n'ai pas des centaines de patients insuffisants cardiaques, et je vous invite à le vérifier. C'est une diminution du NT-proBNP, qui est un marqueur d'insuffisance cardiaque, qui diminue régulièrement au fil du temps. Mais à travers cette action sur le TGF-bêta, on a une diminution de la fibrose hépatique, on a une diminution de la fibrose pancréatique, on a une diminution de la fibrose rénale. Je peux me permettre ? Juste pour faire le lien avec la présentation du début, quand on parlait tout à l'heure d'interconnexion dans les facteurs de vieillissement, il semblerait aujourd'hui qu'il y a une interconnexion d'organes aussi, c'est-à-dire que quand il y a une fibrose rénale, ça va augmenter aussi par ricochet, par intercommunication, ça va augmenter aussi la fibrose cardiovasculaire. Donc c'est le phénomène de vieillissement par lui-même, peut-être véhiculé par le TGF-bêta, qui est, entre autres, qui est transmissible d'organe à organe aussi, et pas que par cellulaire dans un même organe. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on améliore l'équilibre glycémique insulinémique, et je vais lever, après plusieurs échanges d'ailleurs avec Alain Kra, les réserves par rapport à la cancérogénèse. C'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur les télomères et l'action sur les télomérases, en oubliant qu'une plante, ce n'est pas simplement un astragaloside, et ce n'est pas seulement l'astragaloside 4. Il se trouve que les polysaccharides, et on a plus de 160 polysaccharides, les flavones, les flavonoïdes, etc., ont des actions anticancéreuses par elles-mêmes, en particulier sur un certain nombre de cancers d'organes. Et de nombreuses publications actuellement soulignent l'intérêt
dans l'amélioration du confort de vie, dans l'accompagnement de la cancérogénèse, dans les tumeurs solides et tumeurs d'organes. Tumeurs digestives, en particulier des articles sur cancer de l'ésophage, cancer gastrique, cancer du côlon, sur un certain nombre de cancers pulmonaires, trachéo-bronchiques et pulmonaires, sur les cancers du rein, sur les cancers de la vessie. Les télomérases agissent sur les cellules souches essentiellement. On a peu d'action sur les autres cellules. Donc peut-être la réserve à avoir encore, c'est sur les cancers qui concernent les cellules souches, c'est-à-dire cancer du testicule, cancer de l'ovaire, et les cancers hématologiques sur lesquels on ne sait pas grand-chose. L'autre chose aussi, et la réserve toujours, mais ça on va le voir après, c'est les gens qui ont une hepsidine un peu anormale, pour ceux qui font de la cancérogénèse. Et puis, on verra tout à l'heure les autres facteurs de croissance à travers la GH et l'IGF-1. N'oubliez pas aussi son action de protection testiculaire, donc derrière, qui améliore non seulement la sexualité, mais surtout qui va améliorer la conservation musculaire et le maintien d'une musculature de bonne qualité. J'ai cherché les autres plantes qui agissaient sur le TGF. Alors j'en ai retrouvé quelques-unes, et le TGF-alpha, le chardon-marie, agit sur le TGF-alpha, celui qui est aussi un facteur de multiplication cellulaire, de différenciation, etc. L'autre chose que je voudrais vous souligner et qui n'est pas notée, c'est qu'il y a un certain nombre d'articles actuellement sur l'action du chardon-marie sur sa freination de l'inflammation des cellules gliales. Et c'est peut-être ce qu'on observe aussi quand on traite des atteintes hépatiques, où on a une amélioration du moral, où les gens sont mieux. En fait, c'est peut-être par ce biais-là. L'autre plante, le curcuma, vous la connaissez bien, et en plus de son effet anti-inflammatoire en aigu ou en chronique, surtout en extrait aqueux, je vous le répète, et son action hépatoprotectrice, on a une action antifibrose. Et c'est ce qu'on retrouvait dans les observations in vivo. On a une diminution de la cirrhose, une diminution de la fibrose. L'autre chose, c'est la prêle, où on avance petit peu à petit peu dans la compréhension des mécanismes de la prêle. Vous la connaissez comme agent de pontage, et on a toujours signalé une action trophique à la fois cutanée, tissulaire, vasculaire. Une étude sur un des dérivés d'acide silicique, l'acide orthosilicique, en fait, on a une diminution de l'ARN messager du TGF-bêta 2. Une augmentation du collagène, augmentation des phosphatases alcalines, augmentation des fibronectines. Je vous ai toujours émis une réserve sur l'utilisation de la prêle en cancérologie. Elle active des voies au nom un petit peu compliqué, la bêta-caténine, etc., qui sont des voies éventuellement utilisées dans certains types de cancers. Donc, je maintiens, par contre, pour la prêle, cette précaution d'emploi dans tout ce qui est cancérogénèse. Trophicité et hormones. Je vais vous demander un petit peu d'attention, bien que ce soit un peu difficile à cette heure-là. J'aurais dû me mettre une blouse verte et puis mettre une chevelure verte. Tu devais le faire, tu m'avais dit que tu allais le faire, c'est vrai. Vous imaginez Shrek, le gros menton, les grosses mains, les palettes larges. Ça, c'est un signe structurel de GH. C'est très important de le repérer parce que qui dit signe structurel de GH, ça veut dire une augmentation de la GH et derrière une augmentation de son valet hépatique qui est l'IGF-1. La GH va être stimulée par le jeûne, l'hypoglycémie, par les hormones de stress, glucocorticoïdes, T3, T4, toutes les hormones de catabolisme, mais aussi par l'estradiol et la testostérone, parce que l'axe GH-IGF-1 est dévoué à, on va le voir, sortir, mobiliser le sucre pour la croissance. Le problème, c'est qu'une fois que la croissance est finie, ce sera une croissance en largeur et non pas une croissance en longueur. Et c'est là la différence par rapport à l'insuline. Alors, la GH agit par un effet indirect par l'IGF-1 et l'IGF-1 est stimulé aussi par la nutrition et en particulier par l'excès de nutrition. Et là, en fait, on va voir par l'IGF-1 un effet hypoglycémiant précoce,
une action de prolifération et de différenciation cellulaire, d'où la mesure de l'IGF-1 en cancérogénèse, une action sur la croissance, augmentation de la synthèse protéique, et là on va retrouver une action commune avec les effets directs de l'AGH, où l'AGH agit aussi sur la synthèse des protéines, dans l'objectif de la croissance, avec augmente l'incorporation des acides aminés. Mais l'effet sur l'axe du sucre, sur le sucre, est opposé. C'est-à-dire que l'AGH à long terme et en excès est diabétogène, que l'IGF-1 ne l'est pas et va augmenter. Et l'autre chose aussi, c'est que l'AGH augmente la lipolyse, augmente l'action, la libération des acides gras libres. Donc, le seul moyen derrière de freiner cet axe, c'est par l'IGF-1, et on a vu que l'IGF-1 est stimulé par une alimentation en excès. Et c'est là où on va rejoindre ce que tu vas nous expliquer tout à l'heure sur le jeûne. Je crois que quand on avait préparé un petit peu l'émission, on avait dit, pour faire la différence un petit peu entre l'insuline et l'IGF-1, les deux donc, sont hypoglycémiantes, on avait dit que peut-être l'insuline elle avait un rôle purement métabolique, elle va faire rentrer dans les cellules immédiat, et que l'IGF-1, quelque part, c'est un rôle fonctionnel. C'est-à-dire qu'on va se servir de ce sucre, on va faire baisser la glycémie sanguine, mais dans un rôle de fonctionnalité de prolifération cellulaire. Complètement. C'est un petit peu la différence entre les deux. Alors, j'ai couplé, j'ai demandé, et là je remercie les gens de Pilège qui m'ont aidé, en fait les différents axes, parce que souvent on a l'insuline, on dit l'IGF-1, l'IGF-BP3 qu'a évoqué Jacques, le TGF-bêta et les estrogènes. Et en fait, quand on regarde ces différents axes, où on va agir par les voies, par les PI3K, les voies mTOR, AKT, etc., on va avoir une multiplication cellulaire, une prolifération cellulaire avec une transcription de gènes. À la fois l'insuline, l'IGF-1, donc l'effecteur périphérique hépatique, et l'IGF-BP3, donc qui est le transporteur et qui permet d'augmenter la durée de vie de l'IGF-1, qui est assez brève et qui permet d'avoir une durée de vie qui dure à peu près une douzaine d'heures et qui est le reflet strict de l'AGH. Ne dosez pas l'AGH, le dosage est trop instable et n'est pas fiable. Par contre, dosez l'IGF-BP3 qui vous donnera le niveau de l'AGH, puisqu'il est fiable, et c'est un examen fait par tous vos laboratoires et qui est remboursé de plus. Donc, cancérologie, on dose la glycémie, l'insulinémie avec le HOMA, l'IGF-1, l'IGF-BP3, et on va s'occuper aussi, donc indirectement, avec nos plantes du TGF-bêta et de nos estrogènes. Par contre, la difficulté, c'est parfois comment repérer cliniquement un excès d'insuline, d'une hyperestrogénie, voire on peut avoir un excès d'insuline avec une hypoestrogénie. La répartition des graisses. L'insuline va vous donner un excès de graisse sus-ombilical. Alors que les estrogènes, vous allez avoir une répartition beaucoup plus globale, avec une peau beaucoup plus douce, et vous pouvez très bien avoir un excès d'insuline avec une insuffisance des estrogènes, et je vous rappelle un excellent signe pour le repérer, c'est les piliers des amygdales qui, au lieu d'être rosés de la même couleur que le reste de la bouche, deviennent violines. Ça vous permettra déjà de différencier cliniquement quelqu'un qui a juste un hyperinsulinisme et qui va aromatiser, en plus, par ces graisses avec une hypoestrogénie ou une hyperestrogénie. Ceci dit, vous allez compléter ça avec l'interprétation des mammographies, de la densité osseuse, qui est un bon marqueur d'un excès d'estrogène ou d'une insuffisance estrogénique. Et pas la biologie. La biologie reste une photo. Pour l'œstrogène, je parle. Voilà. Pour les estrogènes, c'est un dosage, l'estradiol salivaire est un dosage, c'est une photo ponctuelle, mais ne révèle pas 20 ans, 15 ans, 30 ans d'excès d'estrogène. Donc c'est là que la densité osseuse et que l'excès de densité rachidienne est bien corrélé avec un excès d'estrogène au long cours, couplé avec l'interprétation des autres hormones anaboliques et des autres hormones cataboliques. Ne pas oublier les CTX, le cross-lapse, qui peut être un bon marqueur biologique aussi de la perte osseuse et donc de l'imprégnation oestrogénique ou pas. Donc là, on voit que le couple GF-IGF-1
a un rôle important dans la croissance que je ne vais pas vous redétailler, mais après a un rôle important dans la protection cardiovasculaire, dans le développement musculo-squelettique. Et ce n'est pas par hasard si les sportifs utilisent la GH. Quelques plantes et dont des plantes alimentaires qui vont freiner votre axe insuline. Alors, je n'ai pas toujours les marqueurs au niveau des GF1 et je voudrais insister sur l'ail, et je pense que Jacques, qui vient de Marseille, va dire c'est une évidence. Il n'y a que l'ail qui compte. Voilà. C'est un hypoglycémiant, hépatoprotecteur, hypotenseur. C'est en plus un très bon antibactérien. Et là aussi, il améliore le fonctionnement testiculaire. Donc, ne vous privez pas au niveau alimentaire de l'ail. Ensuite, l'avoine. Je pense que l'avoine, on se trompe en se focalisant sur son action thyroïdienne, qui n'a toujours pas été démontrée. L'avoine, c'est un excellent hypoglycémiant et qui diminue en particulier la glycémie postprandiale. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Elle fait partie des plantes adaptogènes dans la mesure où elle augmente la production d'ATP. Et je vous rappelle que si vous augmentez la production d'ATP, vous utilisez le sucre à l'intérieur de la cellule et vous utilisez les graisses intracellulaires. Donc vous améliorez l'équilibre glycémique, vous améliorez l'équilibre lipidique. Et la glycation, donc. Et la glycation. Qui est un facteur de vieillissement majeur. C'est en plus un excellent prébiotique qui multiplie les bifidos, qui diminue les coliformes, qui en plus augmente les pertes fécales en acide biliaire et qui de ce fait-là va favoriser l'élimination d'un certain nombre d'acides biliaires et permettre une meilleure vidange du cholestérol. Donc une diminution du cholestérol en même temps par une autre action, par l'inhibition de la HMG coréductase. Donc retenez l'avoine pour à la fois cette action métabolique générale, c'est une adaptogène, et son action intestinale. La cannelle, je vais aller vite parce que vous la connaissez bien à travers un dérivé comme le glycabiane. Il s'agit de la cannelle de Chine, c'est Cinnamomum cassia. Donc diminution de la glycémie, augmentation de l'insulinosensibilité, augmentation de l'ATP mitochondrial, donc on retrouve toujours, et enfin assez souvent, le même mécanisme, et protection des cellules bêta-pancréatiques contre les radicaux libres. En plus des actions éventuellement in vitro sur les protéines amyloïdes, mais on est sur du in vitro. Le noyer, vous l'avez retenu comme la plante de la diarrhée, comme une plante antifongique, c'est une excellente plante hypoglycémiante qui augmente l'insulinémie, qui diminue l'hémoglobine A1C, qui diminue la glycation, qui inhibe les amylases pancréatiques et qui inhibe l'absorption du sucre au niveau de ces récepteurs du grêle par les GLUT2. En plus, c'est un hépatoprotecteur, en plus de ses autres actions. Jacques, je vais te laisser. Pour que tu puisses un peu te reposer, détailler. parce que tu as été très clair dans tes explications. Je vais essayer de l'être tout autant. Donc, du coup, j'ai très simplifié. Donc, est-ce que ces voies-là, notamment ces voies de prolifération, est-ce qu'on peut un petit peu les diminuer par des interventions hygiéno-diététiques? Bon, on sait très bien que l'alimentation, aujourd'hui, on parle beaucoup d'alimentation méditerranéenne, mais je suis persuadé que l'alimentation bretonne, par certains aspects, pas tous, pourrait avoir cette relation-là aussi. C'est-à-dire qu'on sait dans l'alimentation méditerranéenne, donc, les oméga 3, les fibres, les charges glycémiques basses avec les produits les plus complets possibles, plus de fibres possibles dedans, la richesse en polyphénol, tout cela va avoir une intervention directement, et on va voir comment. Et on sait aussi que la restriction calorique, tu en as parlé déjà tout à l'heure, on a vu les voies de signalétique, insulin growth factor qui sont impactées, et on verra comment par sa restriction calorique. Donc on va baisser principalement les glucides et les lipides. On sait très bien aujourd'hui qu'il faut faire quand même attention à la baisse des protéines, on le verra dans le jeûne. Il y a quand même un petit danger aussi à baisser suivant les situations, et c'est là qu'il va falloir individualiser, je crois que ce sera notre conclusion. On parle bien sûr qu'on sait qu'aujourd'hui le jeûne, qu'il soit bref,
une journée par semaine ou par mois, ou qui soit sur 7 jours ou plus comme certains le font. C'est là où peut-être il y a quand même certains dangers ou certaines restrictions à mettre en avant. Que le jeûne sur 12 à 16 heures, que l'on peut faire aussi, on va manger sur 8 heures par jour par exemple. Certaines personnes ou certaines études montrent toute l'efficacité, mais vous allez voir que tout ça revient aux mêmes choses au niveau de la signalétique cellulaire, et que la cétose, qui peut être normo ou hypocalorique, cette cétose donc qui est une privation de glucose pour pouvoir moins faire sécréter d'insuline. Donc on va jouer sur le curseur insuline-glucagon et donc sur les voies de signalétique, encore une fois, IGF-1 aussi. Et nous allons voir que donc cette alimentation, comme l'activité physique, j'aime bien rappeler qu'on parle beaucoup d'endurance aujourd'hui, on met en avant, il faut marcher 30 minutes par jour. Je vous rappelle qu'au niveau énergétique, et toute la vie est basée sur ça un petit peu, le but c'est de pouvoir fonctionner de manière énergétique pour pouvoir répondre à tous les besoins des efforts physiques divers et variés. Nous avons la voie anaérobie alactique qui consomme principalement de l'ATP et de la créatine phosphate. Nous avons la voie anaérobie lactique qui est principalement consommatrice de glucose. Et nous avons donc la voie aérobie qui, plus on va être dans le lent, on va consommer de plus en plus d'acides gras et beaucoup moins de glucose. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est plutôt la voie aérobie qui est notamment validée pour la protection des télomères. Mais on sait, et des études récentes le montrent, que ces deux autres voies, anaérobie lactique ou alactique, sont aussi très importantes dans la stimulation, le maintien de ces voies de signalétique métabolique. Et enfin, j'ai rajouté le stress et le sommeil, parce que c'est les 3 piliers hygiéno-diététiques. Le stress et le sommeil par des facteurs dont tu as parlé tout à l'heure. On n'a pas parlé du cortisol, je vais en parler un tout petit peu. La mélatonine, on n'en a pas parlé, mais on pourra en parler aussi. On connaît l'action de la mélatonine sur les télomères, par exemple. Donc le couple insuline et glucagon, et sur la glycémie, bien sûr, et sur des facteurs comme la gréline et la leptine qui apparaissent en dessous, et aussi sur les GF1 et son petit compagnon, la GH. Tout ça, en définitive, a un impact sur quoi ? Sur le couple, sur le curseur insuline-glucagon et la voie de signalétique, et directement ou indirectement sur la voie IGF-1, sur aussi ce qu'on appelle l'autophagie, on est vite passé sur l'autophagie, je vais y revenir par rapport à l'activité physique légèrement, et sur par exemple les télomères, mais on pourrait décliner à nouveau toutes les caractéristiques du vieillissement où l'impact de l'hygiéno-diététique va à tous les niveaux, que ce soit la protection de l'ADN, que ce soit pour toutes ces voies que nous avons vues précédemment rapidement, il y a un impact de ces mesures hygiéno-diététiques. Si on s'arrête donc sur le côté alimentaire, si on le reprend, aujourd'hui il est bien clair que ce soit la restriction calorique, que ce soit le jeûne, que ce soit la fabrication de corps cétoniques par ma manière de manger, encore une fois, donc où je baisse mes charges glycémiques de manière drastique, il va y avoir les mêmes phénomènes moléculaires et intracellulaires qui vont se mettre en place. Quelque part, je crée un stress cellulaire, un stress métabolique. Que ce soit, comme je vous l'ai marqué dessous, par l'activité physique aussi, c'est la même chose. Il va y avoir quoi ? Il va y avoir une augmentation de l'AMP qui va provoquer une transcription, une stimulation de l'AMP kinase, qui soit directement au niveau des cellules cibles, soit par l'intermédiaire des SIRT. On a 7 SIRT1, c'est la SIRT1 principalement qui est activée. Il va y avoir sur les cellules cibles donc un effet directement biologique de baisse du stress oxydatif, un effet anti-inflammatoire par la voie d'NF-κB qui est inhibé, un effet sur la biogénèse mitochondriale, donc on va stimuler la biogénèse par la voie que nous allons voir tout à l'heure qui s'appelle PGC1-alpha, et PPAR gamma cofactor 1-alpha, une stimulation de la voie des PPAR, notamment qui baisse la lipogénèse et stimule la lipolyse, et une inhibition de la voie des mTOR. Donc dès que je commence à priver métaboliquement le corps, que je crée un stress métabolique, je vais activer ces voies-là, qui sont des voies d'adaptation à ces situations-là. Un truc rigolo, c'est que nous connaissons tous, vous connaissez tous, je pense que dans les polyphénols, il a été énormément étudié le resveratrol, qui stimule la voie des sirtuines. Et les études sembleraient montrer que le resveratrol, comme la metformine, qui est utilisée aussi beaucoup en anti-aging aujourd'hui, de plus en plus. En tout cas, il y a beaucoup de papiers qui travaillent avec la metformine, et on voit bien que la metformine, sur les voies de signalétique, insuline growth factor, c'est intéressant. Il semblerait que le resveratrol joue comme un stress au niveau mitochondrial, et qu'en réponse à ce stress-là, mitochondrial, comme la metformine fait, je vais stimuler les sirtuines et donc emballer les voies au niveau des ciblages cellulaires dont on vient de parler. Donc c'est assez intéressant. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, créer un stress, notamment métabolique, semble nécessaire, alors que je le fasse par un jeûne séquentiel, que je le fasse par une baisse de charge glycémique, que je le fasse par un régime hypocalorique, une restriction calorique, j'utilise les mêmes voies signalétiques d'adaptation.
Si on regarde la restriction calorique et l'autophagie, pour finir avec l'autophagie, donc ça va inhiber la voie insuline, insulin growth factor, et donc la voie des mTOR, qui elle-même inhibe l'ATG, qui est l'autophagie relay gene, qui est le facteur qui va stimuler l'autophagie. Donc on voit bien que tout cela est mêlé, que si on prend par exemple le resveratrol à nouveau, on voit l'impact, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur les sirtuines, et lui il va avoir un rôle par la déacétylation des histones qui va permettre l'expression de l'ATG, de ce facteur de transcription qui va moduler l'autophagie. Et si on regarde le petit en haut, la spermidine, qui fait peur à beaucoup, la spermidine, je vous rappelle que ça fait partie des polyamines, ben, ça revient à ce que tu disais au début, c'est toute une histoire d'équilibre, certainement, et que la spermidine, qui est contenue par exemple dans le roquefort, en petite quantité, peut avoir un impact sur les histones acétyltransférases qui va mettre le gène au silence, mais là ça va inhiber cette histone acétyltransférase qui va permettre donc d'exprimer le gène ATG, le promoteur de ce gène-là, et donc exprimer l'ATG protéine qui va stimuler l'autophagie. Donc on voit aussi que la spermidine peut quelque part stimuler l'autophagie, donc un petit peu de roquefort. En petite quantité. C'est toute une sorte de quantité avec du beurre, du pain et un petit peu de vin, du vin du Sud, parce qu'il est plus riche en polyphénol, dit-on. Ça, c'est pas vrai, c'est mon côté chauvin. Mais vous voyez que tout ça, on va jouer, va se mêler, on retrouve de l'hygiéno-diététique là-dedans. On le retrouve d'autant plus quand on parle de l'activité physique. On savait donc que la restriction calorique, les voies se rejoignent, et l'exercice, donc augmenter l'AMP cyclique, stimuler l'AMP kinase, et que par cette activité AMP kinase, on avait la transcription des sirtuines ou des PGC-alpha. Donc sirtuines, entre autres, c'est l'autophagie, mais il y a plus de rôle que ça, bien sûr. Et les PGS-alpha, c'est la mitochondrogénèse. Ça va donc régénérer les mitochondries, et l'entraînement physique permet de multiplier le nombre de mitochondries, et c'est par cette voie MP kinase, PGC-alpha, que je deviens meilleur en entraînant dans l'effort physique. On s'est aperçu par Bostrom en 2012, il nous a montré qu'au-delà de ces voies connues, sirtuine, PGC-alpha, donc autophagie, mitochondrogénèse, l'exercice aussi allait transcrire une petite protéine qu'on appelle l'irisine, qui est très intéressante, parce que cette irisine permet de transformer la graisse blanche en graisse brune. Donc c'est très intéressant dans le contexte épidémique aujourd'hui d'obésité et de diabète, bien sûr, parce qu'on sait que la graisse brune est plus par l'intermédiaire notamment d'un facteur que tu aimes bien, je crois, qui s'appelle du CP1. Donc les protéines découplantes vont permettre quoi ? Un meilleur fonctionnement mitochondrial au niveau métabolique. Donc ça va stimuler un petit peu la combustion calorique et donc l'utilisation notamment des glucides et des lipides. Or, comme on sait que le phénotype de la Western Diet est très mise en avant avec la sédentarité pour expliquer l'épidémie d'obésité et de diabète. On voit tout l'intérêt, bien sûr, de cette activité physique. Et au-delà de ces pathologies, ça va être tout à fait intéressant quand on parle de vieillissement. Donc, dans les facteurs anti-vieillissement, bien sûr, l'activité physique. Et j'insiste, ce n'est pas que de l'endurance, c'est toutes les voies métaboliques qui doivent être, toutes les filières énergétiques qui doivent être stimulées. Donc, un petit peu de musculation, comme un petit peu de grimper les escaliers en courant pour augmenter le rythme cardiaque et faire de la résistance. Donc, tout ça est important. Quand on regarde le stress, bien sûr, dans les piliers hygiéno-diététiques, on a la lutte contre le stress et un meilleur sommeil. Mais là, c'est quoi ? On peut vite résumer, au-delà de l'action sur la leptine, donc l'hypercortisolémie, l'hypercorticisme fonctionnel du stress, il est bien sûr hyperglycémiant, donc il va nourrir aussi la sécrétion d'insuline, et donc la voie IGF-1 aussi. Mais on sait que globalement, donc, il va augmenter l'appétit et baisser la masse maigre pour augmenter la masse grasse, globalement. Et comme vous voyez sur la partie droite, l'hypercorticisme, par un phénomène de protection, c'est comme si on avait des petits disjoncteurs. Quand vous avez de l'hypercorticisme, à un moment donné, l'effet anti-inflammatoire du cortisol ne marche pas. On devient résistant au cortisol comme on est résistant à l'insuline. Et là, au contrairement, on va laisser s'emballer la voie cytokine pro-inflammatoire et on va nourrir les inflammations de bas grade lors d'un stress chronique aussi. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure avec la GH, on sait aujourd'hui qu'il y a une action hypothalamique directe de l'inflammation de bas grade, de l'inflammation systémique de bas grade sur l'hypothalamus, qui va ne plus libérer la stomatolibérine, la GHRH, et donc impacter sur la voie de croissance cellulaire. Donc quand il y a de l'inflammation, il y a aussi un impact sur la voie de croissance cellulaire. Et non réparation. Exactement.
Donc au total, les conseils hygiéno-diététiques, on peut les résumer rapidement au niveau alimentaire. Un apport de protéines qu'on doit optimiser parce que c'est quand même la masse maigre. On voit le rôle de la protéine, de cette réparation de la protéine qui est fondamentale dans le bon vieillissement. Et donc ça commence ici par un bon apport en protéines. Les lipides, oméga 6, oméga 3, on ne va pas revenir là-dessus. Les charges glycémiques basses, bien sûr, c'est un facteur fondamental. C'est comme ça qu'on fait une cétose, c'est comme ça qu'on peut faire un jeûne glucidique nocturne, ou en tout cas 16 heures par jour, avec l'impact sur la santé et sur un meilleur vieillissement. Je vous ai mis 2 petits adages populaires que j'aime bien, parce qu'en définitive, c'est de l'EBM. EBM, c'est Evidence-Based Medicine, mais de bon sens, celui-là. C'est le matin, je mange comme un roi, à midi comme un prince, le soir comme un pauvre. Je ne sais pas si ça répond à ta question sur la chrononutrition. Et le matin, je mange gras, à midi dense, le soir léger. Donc, c'est des vieux adages qui, par observation, ont été mis en avant au fil du temps. Et aujourd'hui, la physiologie et toutes nos connaissances scientifiques nous font revenir à ces beaux vieux sens populaires. On sait qu'on stocke le sucre dans le foie la journée et qu'on le redistribue la nuit. Voilà. Donc si on augmente trop le soir, c'est là que nos voies de signalétique, on va les emballer, c'est pas le moment. Les réserves hépatiques. C'est le moment du glucagon, c'est pas le moment de l'insuline la nuit. Et donc, c'est le moment de la GH la nuit. Et la GH aussi, c'est le moment mélatonine, GH, voilà, c'est la réparation, c'est l'alcalinisation, c'est pas le moment où on doit bouger, où on doit travailler. Et donc c'est le moment de la mise au repos de l'organisme globalement. L'activité physique, j'insiste sur la sollicitation des 3 filières énergétiques, au-delà de ce qui nous était proposé. Je viens d'avoir un petit problème de truc, mais c'est pas bien grave. Et enfin, le stress, bien sûr, on pourrait parler du mindfulness, de la pleine conscience, du yoga, de la cohérence cardiaque. On pourrait rajouter aussi la vie proche de la nature. C'est un des phénomènes qu'on retrouve chez les centenaires. Les centenaires à travers le monde ont comme point commun une vie proche de la nature, une vie sociale riche, et beaucoup d'amour s'ils peuvent. Donc au-delà du mindfulness, des grandes modes qui sont tout à fait intéressantes bien sûr aujourd'hui, le yoga et autres, il y a tous ces constantes de vie qui font que vivre ensemble en société proche de la nature nous rapproche d'un meilleur vieillissement certainement. Je te laisse la conclusion et le résumé, parce que je crois qu'on est à peu près dans les temps. Je pense qu'on est effectivement à peu près dans les temps. Alors, derrière ça, je sais pas ce que j'ai fait là, mais c'est pas grave. De lecture, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Voilà. Donc, derrière ça, la démarche, ce sera toujours à la fois avec coupler votre alimentation et les plantes qui vont en fait supporter une démarche qui ne peut être qu'individuelle. Parce que, en fait, chaque patient qui est, par exemple, si on prend simplement dysglycémique, il peut être dysglycémique parce qu'il a un problème pancréatique, parce qu'il a un problème hépatique, parce qu'il a un problème d'apport, parce qu'il a un problème d'insuffisance de dépenses. Donc en fait, pour chaque patient, il va falloir essayer de trouver de départ qu'est-ce qui a initié la bascule. Et à ce moment-là, avoir un traitement qui va être complètement individualisé. Derrière ça, l'illustration au niveau du sucre, c'est vous pouvez agir sur diminution des apports, comme tu nous l'as expliqué, de manière chronologique ou pas, suivant les patients, suivant aussi leur compliance, mais aussi coupler ça avec une diminution de l'absorption du sucre au niveau des glutes du grêle, par exemple. Vous pouvez utiliser des plantes qui vont améliorer l'insulinosensibilité. Vous pouvez utiliser des plantes qui augmentent la captation du sucre par les cellules musculaires, par les GLUT4. Vous pouvez utiliser des plantes qui vont permettre un meilleur stockage hépatique ou une meilleure utilisation nocturne. Donc derrière, ça suppose effectivement de bien connaître vos patients, d'individualiser le traitement. Et les patients captent immédiatement la différence et vous verrez aussi la différence, vous, au niveau des résultats. Donc juste pour conclure, je dis que la phytothérapie m'a appris beaucoup d'humilité parce que, par exemple, au niveau de l'astragale, si on reprend l'astragale, parce que c'est une vraie leçon de vie, c'est que quelque part, à la fois, elle va lutter contre des cancers et, par exemple, en même temps, elle améliore le fonctionnement des kératinocytes, elle améliore la cicatrisation, elle améliore la captation de l'arginine au niveau des kératinocytes. Donc, on voit qu'elle a une action presque contradictoire entre elle améliore la cicatrisation, elle améliore la multiplication des kératinocytes et en même temps, par exemple, elle va avoir cette action anticancéreuse. En même temps, elle a cette action antifibrose. Donc, cette utilisation millénaire de l'astragale, en fait, elle n'est pas due au hasard. Et la médecine, c'est d'abord l'observation des patients, l'observation des plantes, l'observation de leurs effets, des hypothèses. On vérifie derrière, avec des examens biologiques, et on tire les conclusions.
Claude Bernard. Merci. Claude Bernard, c'est ça? Oui. Introduction à la médecine expérimentale. Voilà. Premier bouquin qu'on nous faisait lire en médecine souvent. C'est exactement ce que tu viens de résumer. Merci Martine. Merci Jacques. Donc c'est dans la globalité, point de salut, c'est dans la globalité, en incluant l'hygiène de vie et les plantes. L'astragale peut être déconseillé chez certains cancers? Donc l'astragale, je dirais précaution d'emploi pour l'instant. Sur tout ce qui est cancer, j'ai dit des cellules germinales. Pour l'instant, en fonction de ce qu'on sait, c'est-à-dire cancer du testicule, cancer de l'ovaire, et puis sur les cancers hématologiques, parce qu'elle va activer un certain nombre de multiplications au niveau des cellules immunitaires, et de toute façon au niveau des cancers hématologiques, je pense qu'on a énormément de travail et on ne sait pas grand-chose, et je pense que ça reste une précaution d'emploi. Mais les Chinois utilisent actuellement l'astragale de manière couplée avec la chimiothérapie pour permettre déjà éviter l'immunodépression. Elle diminue aussi la toxicité d'un certain nombre d'anticancéreux par rapport au cœur. Elle diminue la cardiotoxicité, elle diminue l'hépatotoxicité. Donc je pense qu'en accompagnement dans des cancers solides, des cancers d'organes, apparemment cancer digestif, cancer rein et vessie et cancer, je vous le redis, du foie, cancer du côlon aussi, elle semble intéressante d'après les dernières publications. Anna, qui a 2 questions, donc je pense que c'est toujours sur l'astragale. Donc en cas de fibrome de l'utérus, un intérêt de l'astragale? Alors, le fibrome de l'utérus, il n'y a pas un fibrome, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a des fibromes qui sont épithéliaux, qui sont estrogénodépendants. Il y a des fibromes qui sont dans la musculeuse et ils sont androgénodépendants. Et il y a des fibromes qui sont plutôt dans la fibreuse. Et là, effectivement, ce sera l'intérêt de l'astragale. Anna, toujours, à partir de quel âge peut-on prescrire de l'astragale? Alors, la contre-indication de l'astragale reste la grossesse et l'enfant comme toutes les plantes adaptogènes. Toutes les plantes adaptogènes sont contre-indiquées chez l'enfant et pendant la grossesse. Par contre, moi je dis toute immunodépression de l'adulte, elle sera intéressante. Et puis bien sûr, le vieillissement immunitaire, l'accompagnement de la fibrose de l'adulte. On pourrait penser que globalement, quand même, l'astragale, c'est une plante de la cinquantaine. Voilà. C'est au-delà de la cinquantaine, quand au niveau hormonal, il y a ces voies qui sont un petit peu... À peu près. Brigitte, quid de l'ail fermenté? J'ai pas de réponse, joker. Il va déjà fermenter à l'intérieur, Voilà. et donner pas mal de Non, donc, je ne sais pas non plus. Astragale, à partir de quel âge et quelle posologie? Merci. Donc, à partir de quel âge, je crois que tu as répondu. Donc, voilà, adulte. Plutôt adulte et plutôt la cinquantaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les EPS, en fait, ils sont mis à la posologie recommandée journalière. C'est-à-dire qu'une cuillère à café par jour, vous avez bon. Et moi, sur l'amélioration des insuffisants cardiaques, j'ai une amélioration à la dose d'une cuillère à café par jour d'astragale. Avec donc des marqueurs aussi qui diminuent, avec tu disais, une vérification, et je vous incite à le faire parce que moi j'ai quelques patients et c'est l'effet qui m'a le plus frappé. Je pense qu'on va observer la même chose, par exemple sur les insuffisances rénales, etc. Je pense que, et je vous invite à faire les marqueurs. L'interconnexion d'organes, je crois que c'est un petit peu. Comment prescrire l'astragale, forme et posologie, Jean-Claude? Donc voilà. Je crois que tu as répondu. Et dans l'insuffisance cardiaque, justement, quel conseil phyto, au-delà de l'astragale, qu'est-ce que tu conseillerais pour l'insuffisance cardiaque? Alors, insuffisance cardiaque... acide gras polyinsaturé. Au-delà de la phyto, bien sûr, voilà, des choses comme ça. Au-delà de la phyto, vérifiez toujours le coenzyme Q10 parce que ça reste un muscle, et un muscle il ne se repose jamais. Et en fait, une partie, mais pas tous, une partie des insuffisants cardiaques, comme une partie des migraineux, ont une carence en coenzyme Q10. Avec un défaut d'apport de tyrosine. Pathologie mitochondriale, voilà, on est dans le dysfonctionnement mitochondrial. Complètement. Et après, la dernière chose, mais ce n'est pas le propre des insuffisants cardiaques, mais quand vous avez associé des troubles du rythme, il faut absolument explorer l'axe de la thyroïde, avec en particulier iodurie, sélénium, manganèse, etc. Quelle plante pour un effet, de la part de Sophie, quelle plante pour un effet hypoglycémiant? Alors, s'il faudrait recommencer un webinaire rien que là-dessus, hein. Je vous en ai signalé quelques-unes, mais après, c'est vrai que il faudrait presque refaire un topo dessus avec leur point d'impact. Et derrière, je pense qu'il y a un gros travail à la fois sémiologique et biologique pour différencier les différents types de diabète. C'est-à-dire que dans les mécanismes, il y a plusieurs types de diabète. Et suivant le cas, je pense que les plantes à utiliser ne seront pas les mêmes. Mais c'est une question trop longue et puis
qui nécessitent des schémas, des tableaux récapitulatifs. C'est difficile d'exploration aussi pour avoir des certitudes sur le primum movens de la problématique. Par exemple, sur les récepteurs, sur les glutes, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a un récepteur au glute au niveau cérébral, il y en a au niveau hépatique, il y en a au niveau musculaire, il y en a au niveau du grêle. Et ça peut être un de ces récepteurs qui dysfonctionne, qui va créer, en fait, la résistance, l'augmentation de l'hyperinsulinisme progressive. Mais on peut avoir... Voilà, c'est le GLUT4 qui est mis en avant aujourd'hui au niveau musculaire et hépatique, parce qu'ils sont communs aux deux. Voilà. Et donc on voit bien que dans la physiopathologie du diabète, le côté néoglucogénèse et tout ça, c'est plutôt celui-là qui serait mis en avant, avec notamment le dysfonctionnement musculaire. Aujourd'hui, le gras musculaire est mis en parallèle avec le dysfonctionnement du diabète. Et ce qui est intéressant, c'est que le plus souvent, le mode d'action des pentes, c'est sur le GLUT4. Quand c'est sur un des récepteurs, c'est rare. Justement, je vous ai cité le GLUT2 parce que c'est assez rare, en fait. D'accord. Monsieur Thierry Lacroix, qu'est-ce que c'est que les voies SPAD? Les voies SMAD. C'est pas les voies SMAD. SMAD, c'est sur le TGF-bêta. SMAD. Voilà. Les voies SMAD sur le TGF-bêta sont des voies au niveau intracellulaire qui vont rejoindre l'action des voies mTOR, etc., au niveau de la multiplication. Mais pareil, il y a plusieurs voies SMAD, c'est des voies un petit peu compliquées, mais retenez simplement que c'est des voies de multiplication et de prolifération. Comme mTOR 1, 2, c'est pareil, et ça fait partie des voies signalétiques de la voie d'mTOR. Ça rejoint entre autres la voie d'mTOR. Pas que la mTOR, mais d'autres. Et c'est pour ça que je vous ai fait ce tableau en vous disant, attention, le fait d'avoir un hyperinsulinisme, un hyper-IGF1, un TGF augmenté, des estrogènes augmentés, il y a le feu au lac. Il y a le feu au lac, il y a vraiment un vrai danger de prolifération cellulaire, donc de cancérogénèse derrière. C'est tous ces dysfonctionnements qui font qu'il y a des... Moi, je vois dans l'insulino-résistance, si vous avez de l'insulino-résistance, souvent, vous avez ou de la résistance à l'insuline, on va dire, on parlait comme ça, on aura de la résistance à la leptine, on va avoir de la résistance à l'IGF-1 bien souvent, de la résistance à l'AGH aussi, bien souvent aussi. Donc, il y a ces disjoncteurs comme ça qui font qu'à un moment donné, ça ne marche plus parce qu'il y en a trop. Et donc, le corps essaie de se protéger aussi en mettant ce disjoncteur en marche. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en fait, les réserves on a vu que l'AGH libérait les acides gras libres. Et en fait, l'impact de l'AGH, ça va être à long terme, un excès de GH, c'est diabète et pathologie cardiaque. Donc attention aux gens qui sont comme Shrek, avec le menton prognate, avec des larges mains, un profil de rugbyman sans faire de rugby. L'AGH va nourrir la stéatose hépatique. Complètement. En plus, les acides gras libres libérés, les acides gras libres libérés vont pouvoir aussi malheureusement impacter sur le foie et nourrir. Donc c'est tout ça qu'il faut voir un petit peu dans sa globalité. Marie, quelle est la durée de traitement conseillée par l'astragale en prévention du vieillissement? Alors, tu en prends depuis combien de temps de l'astragale Au niveau des plantes adaptogènes, ce que traditionnellement on dit, c'est des cures de 3 mois, aux intersaisons par exemple, ou lors d'épisodes de changement de vie importants, de stress important, etc. Pour mes insuffisants cardiaques, j'avoue que j'ose pas l'arrêter. Ils vont tellement mieux, c'est tellement impressionnant que j'ose pas trop l'arrêter. Après, peut-être une solution intermédiaire, c'est de faire 5 jours sur 7. Parce qu'on sait souvent en matière de plantes, c'est qu'on a des activations enzymatiques et que parfois ces activations enzymatiques vont dépasser en fait l'effet, surcharger par exemple en radicaux libres, surcharger les cycles de citrulline générer trop de NO, etc. Donc de manière générale, souvent on va faire des traitements discontinus, soit des cures de 3 mois, soit des cures de 5 jours sur 7. Je pense aussi qu'il est toujours nécessaire de stresser le corps. Oui. On le voit par les phénomènes de jeûne itératif. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un phénomène d'adaptation et de régénération, il faut qu'à un moment donné, il y ait un signal de stress. On le voit sur le stress oxydant, qui est absolument nécessaire. On connaît la signalétique aujourd'hui. Je crois que c'est à peu près la même chose. Donc, Marie, alors, cancer de la prostate et astragale, possible? Bonne question. Tu parlais tout à l'heure de germinative ou autre. Est-ce que ça rejoint au niveau ce que je vous disais au niveau des fibromes. Alors, cancer de la prostate, d'abord, il n'y en a pas un. Ouais. Il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a des cancers de la prostate qui sont sûrement virodépendants. Et il y a la génétique, là. Voilà. Il y a la génétique. Mutation génétique. Et dans la génétique, il y a ça. Il y a ceux qui sont virodépendants et ceux qui sont hormonodépendants. Donc, l'astragale, ça va dépendre du cancer. C'est pas, je pense que si c'est éventuellement un cancer lié à un problème immunitaire,
peut-être, pourquoi pas, mais il y a bien d'autres plantes et bien d'autres choses à faire avant. J'ai une question justement pour rebondir là-dessus. L'astragale, au niveau des androgènes, ça a tendance plutôt à stimuler la testostérone ou la dihydrotestostérone? En fait, on n'a pas d'augmentation ni de la testo, ni de la dihydrotestostérone. Hein. Ça améliore les dysfonctionnements érectiles, c'est clair. On ne sait pas exactement quel est le mécanisme, en fait. C'est pas très clair. Hein. Il n'y a pas d'action sur les enzymes, c'est un cafard réductase ou quoi, tout ça, on ne sait pas trop. Alors moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il y a des choses, mais je ne l'ai pas lu, en tout cas. Je crois que les gens, pour le moment, sont à court de questions. Ils doivent réfléchir, peut-être. Ou peut-être on a répondu à toutes leurs interrogations, surtout toi. Donc, je pense que peut-être on va s'arrêter là, peut-être, parce que je crois qu'il est temps d'aller travailler, messieurs et mesdames. Encore, il y a une question, pardon. Colibri. Insuffisance rénale due à l'extension d'un LLC, le leucémie lymphoïde chronique. Chronique, oui, aurait à 65 ans, traitement chimio avec, là c'est un cas clinique là, avec rituximab. Donc, qu'est-ce que c'est, excusez-moi? Il y a quoi? Persiste une insuffisance rénale, mais alors pas d'astragale ni de prêle, que reste-t-il? Que fait-on dans ces cas-là? Donc une insuffisance rénale. Alors c'est une question pour Alain. Voilà, ce serait pour Alain. C'est une question pour Alain Kra, je pense qu'il faut le contacter. Et qu'est-ce qu'on fait? Si on n'utilise pas astragale prêle, qu'est-ce qu'on fait? Alain va se faire, Alain Kra va se faire un malin plaisir de vous répondre, je vous promets, on va transmettre la question. Moi non plus là-dessus, j'ai pas de réponse. Voilà. Que faire en cas de prise de cortisone chronique? Donc, cortisone chronique, vous voulez dire dans un hypercorticisme médicamenteux. Que faire dans ces cas-là? En hygiénotétique, on nous apprend déjà qu'il faut réduire l'apport des glucides, notamment donc faire des charges glycémiques basses. La première des choses, d'avoir un apport de protéines suffisant, faire attention au sel et ne pas faire, donc, parce que le cortisol stimule les récepteurs aldostéroniques dont on retient l'eau et le sel. Donc, en dehors de ces choses-là, au niveau phytothérapeutique, est-ce que tu pourrais... Moi, je dis d'abord, pourquoi il y a de la cortisone? Quelle est la raison? Voilà. C'est-à-dire, on commence par ça, et peut-être que c'est en abordant autrement, c'est-à-dire que sur la cause de ce traitement, c'est de traiter la cause. Pourquoi on a besoin de cortisone chronique? Et peut-être que là, il y a des immunomodulations possibles, parce que souvent, elle est employée quand même comme anti-inflammatoire. Hein, régulateur au début, souvent. D'accord, mais je crois que c'est la fin des questions. Merci Martine. Merci Jacques. J'espère que... Ça fut un plaisir. J'espère qu'on fera des bébés. Et surtout qu'on fera des bébés ensemble. Enfin, des bébés de présentation, je voulais dire, bien sûr. J'ai bien entendu. De toute façon, avec nos cheveux blancs... Encore peut-être.